BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. 3 invités avec nous jusqu'à 18h pour décrypter ces événements de marché qui occupent l'actualité. Valérie Plagnol est avec nous ce soir, économiste et présidente du Cercle des épargnants. Bonsoir et bienvenue Valérie. Bonjour Grégoire. À vos côtés, Nuno Texera, directeur des solutions de gestion cross-asset de Natixis IM International. Bonsoir Nuno. Bonsoir Et Grégoire. Stéphane Prévost qui nous accompagne jusqu'à 18h également. Bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la financière responsable. Analyse de la séquence de marché, Nuno. On a l'impression que le marché est déjà passé à autre chose, s'agissant bien sûr du coronavirus, dont les impacts sont encore en train de se diffuser et de se répercuter dans les entreprises, dans l'activité des entreprises et dans l'activité économique mondiale. Oui, c'est clair. Alors, je ne suis pas un spécialiste des épidémies, mais je crois qu'aucun investisseur ne l'est. Et c'est extrêmement difficile pour l'instant de savoir, d'abord, la réalité des chiffres chinois. On peut imaginer qu'ils puissent être un petit peu manipulés. Et d'autre part, même si les chiffres étaient vrais, on ne sait pas si finalement, d'abord, le nombre de cas va continue à augmenter. Pour l'instant, il est quand même en augmentation. Ah oui. L'OMS nous disait hier, c'est la journée au cours de laquelle on a enregistré le plus de nouveaux cas. Hier, en 24 heures. D'autre part, le taux de mortalité lui-même n'est pas vraiment fiable en début d'épidémie. C'est au bout de quelques semaines, voire quelques mois, qu'on pourra le déterminer vraiment. Le sentiment qui prévaut est quand même que la Chine a pris le taureau par les cornes, a pris des mesures drastiques, avec une épidémie qui est quand même en nombre de cas beaucoup plus importante que le SRAS. Alors c'est vrai que le taux de mortalité est plus faible, mais du coup l'impact économique risque d'être quand même plus important parce que les mesures de précaution ont été importantes et que la Chine ne représente pas ce qu'elle représentait économiquement il y a 20 ans lors du SRAS. Donc c'est très difficile d'anticiper sur l'impact économique. Il va être quand même important, vraisemblablement sur la Chine au premier trimestre. Les marchés regardent au-delà, en se disant que finalement tout ça c'est temporaire et ça va finalement se répercuter positivement sur les trimestres à venir. On peut quand même imaginer que ça va avoir des impacts isolés sur évidemment certains secteurs, on en a déjà beaucoup parlé, mais aussi certaines entreprises dont les chaînes de production pourraient être perturbées plus ou moins durablement, avec des coûts évidemment à plus ou moins long terme. Donc il y a peut-être un peu de complaisance, effectivement. Aujourd'hui, sur les marchés, on a eu tendance, nous, à réduire un petit peu la voilure par rapport à une position qui était constructive, assez logiquement, dans un scénario plutôt de reprise douce de l'économie en 2020, qui, pour l'instant, n'est pas complètement mis de côté. Ouais, vous n'achetez pas totalement l'idée que dans quelques mois, on n'en parlera plus et que les impacts auront été effacés. Vous êtes quand même prudent par rapport à cette posture que semble prendre le marché aujourd'hui. On a essayé d'aller quand même plutôt vers les classes d'actifs qui nous semblent moins vulnérables, notamment les États-Unis par rapport à l'Europe. Et puis, on a profité du rebond récent, notamment sur les actions chinoises, pour alléger nos positions. Oui, je comprends. Valérie, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade des impacts potentiels sur l'économie chinoise, sur l'économie mondiale, par répercussion, bien sûr ? Et puis comment vous regardez la manière dont les marchés regardent à travers et se projettent déjà au-delà de ce phénomène ? Oui, alors comme le disait Nuno, effectivement c'est un peu trop tôt pour avoir une vision claire de cet impact, puisque ça dépendra effectivement de l'ampleur, de la durée et j'allais dire de la dispersion du virus. Pour l'instant, effectivement, le marché semble jouer l'idée que c'est circonscrit géographiquarment à la Chine et même dans le temps, et finalement face à un choc exogène, on est en fin de cycle manufacturier, on arrête la production, les stocks diminuent et puis c'est le rebond, le coup de pied au fond de la piscine en quelque sorte. Donc on est un peu sur cette idée-là, plus comme vous l'avez signalé, de très bons résultats sur le trimestre précédent et ma foi, on vit sur cette perspective. La Banque centrale de Chine est intervenue très fortement au début de semaine pour soutenir les marchés, pour donner aussi des instructions au système financier pour éviter des faillites en cascade. Donc, encore une fois, les médecins sont au chevet du malade. C'est le cas de le dire. Cette fois, je parlais des banques centrales et tout le monde est dans cette espèce d'attente. Maintenant, ça me paraît effectivement quand même
semblait être de l'ordre d'une sorte de déconnexion entre les marchés et l'économie, parce que cette reprise dont on espère... Enfin, moi j'ai un scénario où je pensais qu'on était sur un point bas quelque part au début de l'année 2020, et effectivement la perspective d'un rebond, ou en tout cas d'une amélioration de l'activité se présentait. Mais le cycle d'investissement est en fort ralentissement, ça n'était pas complètement terminé, et effectivement cette récession manufacturière avait des caractéristiques particulières. La Chine effectivement représente un poids tout à fait important sur l'économie mondiale. Un certain nombre de secteurs s'est perdu véritablement. Alors on le sait, le tourisme, l'avion, etc. Mais quand même, les chaînes de production sont durablement, risquent d'être durablement perturbées, interrompues, et on ne relocalise pas des productions du jour au lendemain. Donc on est quand même dans une situation un peu inquiétante, et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas regarder quand même au-delà des quelques semaines, puisque c'est de ça dont il est question. Si ça devait durer, clairement mettre la Chine véritablement à l'arrêt, c'est quand même 18-20% de l'économie mondiale. Donc c'est une vraie préoccupation. Mais effectivement, le marché se rassure. La baisse des tarifs douaniers, donc une sorte de mise de mise en avant ou d'exécution d'une partie de la phase 1 de l'accord commercial satisfait les marchés, mais qui voudra aller exporter, porter les produits en Chine, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Ouais, donc on n'a pas fini de parler quand même des dommages et des dégâts que va créer cet épisode sanitaire, et encore une fois, c'est plus les mesures de contingentement qui sont prises qui posent problème pour les marchés, pour l'économie. Je voudrais pas qu'on... Le bilan humain. Voilà, c'est ça, évidemment, mais je le rappelle à chaque fois, mais on parle de ça dans Intégral Bourse. On ne voudrait pas être plus cynique qu'il est nécessaire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, et la prise en compte humaine et sanitaire va poser des problèmes en interne. Vous avez quand même une population qui est pratiquement de la taille de la France, qui est confinée, et ça fait déjà 15 jours, plus de 15 jours. Je ne suis pas sûre que les gens patientent très longtemps en Chine, et on sait que malgré tout, les réseaux sociaux tournent. C'est très compliqué. C'est un stress test, on en parlait il y a quelques jours, c'est un stress test institutionnel presque pour Xi Jinping dans sa capacité à gérer cette situation. Il est en première ligne, le président chinois, dans cette affaire. Effectivement, politiquement, c'est quand même très compliqué pour le pouvoir, qui effectivement qui subit une crise de confiance depuis plusieurs mois. L'économie a quand même connu un fort ralentissement, la nécessité de contenir cette crise de la dette, mais en même temps de maintenir une économie à flot, probablement un ralentissement de l'activité beaucoup plus marqué qu'officiellement annoncé, la révolte de Hong Kong, les élections à Taïwan. Et puis quand même un accord commercial qu'il n'a même pas voulu aller signer lui-même, qui pour lui est une humiliation. Stéphane Prévost, vos observations, vos remarques sur la situation des marchés. Est-ce que le niveau de complaisance devient, exubérant au regard quand même de cet épisode sanitaire, ou est-ce que non, il y a quand même... Non, mais j'aime bien le terme de complaisance qui a été utilisé. Je pense que les marchés sont complaisants, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité encore. C'est vraiment tôt. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Il y a une semaine, on était à 3000 personnes contaminées, 50 cas, et on voit qu'il y a une accélération ces derniers jours. Donc on n'a pas vraiment d'idée de l'ampleur du périmètre et où on sera dans 2 semaines. Donc en ça, je pense que le risque est sous-estimé. Et c'est une mauvaise nouvelle pour la croissance mondiale. Et c'est une mauvaise nouvelle parce que la Chine est effectivement dans toutes les chaînes de valeur, plus spécifiquement sur certains secteurs. Et outre le fait que la croissance chinoise sera probablement affectée, alors ça dépend si ça dure 15 jours, 1 mois, 3 mois, clairement. Ça, on le sait au niveau de la consommation, au niveau de l'investissement. Mais c'est surtout toutes les disruptions et tous les surcoûts et toutes les ruptures que ça va provoquer dans les chaînes de valeur. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de produits manufacturiers, de produits de consommation, qui ne soient pas passés un moment par la Chine. De voitures, qui ne soient pas passés par la Chine où il y a une partie des composants. Et là, honnêtement, jusqu'à présent, on n'a pas vu les effets de rupture, puisqu'il y a toujours un peu de stock, il y a toujours un petit peu de flux, mais on est dans une économie où on vit presque en flux tendu. Donc là, on vit sur les réserves et ce qu'on avait un peu en stock. On va commencer à voir
probablement un certain nombre de problématiques se poser dans le secteur automobile, dans l'industrie. Donc c'est une mauvaise Qu'est-ce que vous retenez des messages des entreprises ? On est en pleine période de publication de résultats. Toutes les grandes multinationales sont challengées sur cette question du virus, du coronavirus et de ses impacts. Est-ce qu'il y a des messages particuliers d'entreprises spécifiques, qui ont donné de la je pense que prudence. c'est intéressant d'avoir... Seb, il y a 2 jours ou 3 jours. Seb, ils ont un site à Wuhan. Alors, ils ont une plus. marque support qui a une croissance très importante en Chine. Ils ont un site à Wuhan et ils ont indiqué qu'avant le 14 février, l'usine était fermée. Et donc, jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'était en début de semaine. Et donc, on sait qu'il y aura un impact, forcément, à la fois sur les ventes, mais à la fois sur l'organisation. Alors, vous donnez l'impact, donc on y verra plus clair dans les publications. On commence à avoir des messages intéressants d'entreprises qui commencent à donner des prévisions pour l'année. Ce matin, Dassault Systèmes a commencé à expliquer dans le détail, après, pas dans le communiqué, mais après dans le conference call, à donner un peu de visibilité sur ses attentes par rapport à ce qui se passait en Chine. C'est peut-être pas la copie définitive, mais on voit que en fait, les managements commencent à intégrer dans leur guidance, vont délivrer des messages dans les prochaines semaines. Donc, je pense que d'ici le mois de mars, on aura une visibilité, franchement, on aura plus de recul, mais je serais plutôt prudent sur le niveau actuel. Alors, il y a des secteurs et des business models où le trou d'air sera vraiment temporaire. Ouais. Si vous prenez des secteurs comme le luxe ou une société comme L'Oréal qui produit plus de 70% de sa production en Europe, certes, elle va vendre moins là-bas, mais quand vous regardez quand l'investisseur regarde le cours de bourse, c'est temporaire, et donc quand vous regardez l'objectif de cours à long terme, c'est un petit trou d'air, il y aura une correction, ça n'aura pas beaucoup d'impact. C'est peut-être pour ça que le luxe a plutôt résisté à peu près correctement dans le mouvement. Mais sur d'autres sociétés qui ont leur chaîne de production, leur chaîne de valeur là-bas, je pense qu'il va y avoir de la sélectivité et une attention particulière des gérants à porter sur les différents dossiers. Nuno Texeira, Natixis IM, vous le disiez, on a un peu allégé nos positions sur l'Europe, on s'est concentré sur les États-Unis. Il faut comprendre que l'Europe est vulnérable, plus vulnérable que les États-Unis au choc de demande chinoise qu'on peut anticiper. L'Europe est davantage tournée vers l'exportation et vers le reste du monde que les États-Unis, ça c'est clair. Il y a évidemment un socle industriel peut-être moins technologique qui dépend en grande partie des ventes qui sont faites, notamment pour l'Allemagne, qui sont faites en Chine. Donc il nous semble que compte tenu de la conjoncture européenne qui était quand même déjà un peu fragile au sortir de 2019, alors c'est vrai que les indicateurs avancés sont plutôt en rebond depuis septembre, mais ça restait quand même fragile. On a vu les croissances au 4e trimestre négatives en France, un peu plus en Italie. Donc tout ça, ça rend le premier trimestre un peu plus délicat à analyser. Et c'est vrai qu'on avait plutôt tablé sur un retour de l'Europe en 2020 et on le modère un petit peu par rapport à nos attentes. Et d'ailleurs, on a vu avant l'annonce de l'épidémie, l'avance qu'avaient commencé à prendre les États-Unis d'ailleurs sur les indices, et ça s'est confirmé dans la baisse. C'est-à-dire qu'à la fois dans la hausse et dans la baisse, le marché américain est toujours plus résilient. Il a une profondeur et puis des investisseurs à beaucoup plus long terme avec une capacité à encaisser des chocs qui est plus grande. Donc dans un scénario d'incertitude, on a eu plutôt tendance à se replier un petit peu vers les États-Unis. La qualité. Et la qualité. Oui, non, mais c'est ça, le thème général, c'est la qualité. Sur les fragilités de l'Europe, ça fait longtemps qu'on souligne la médiocrité de la croissance en Europe et sa fragilité, notamment vis-à-vis de chocs extérieurs. Sur le plan domestique, ok, ça tourne, mais les chocs extérieurs peuvent avoir des impacts importants sur l'économie européenne. Au moment où Christine Lagarde, devant le Parlement européen ce matin, admettait très explicitement que, ça y est, la BCE n'avait plus de munitions. On était au bout. Elle le dit de manière très claire désormais. Dans quelle mesure est-ce que l'Europe est fragilisée, est en risque aujourd'hui par rapport à cette situation, Valérie ? Alors, on l'a vu tout au cours de l'année dernière, notamment à travers le ralentissement de l'économie allemande, le moteur industriel européen par excellence, qui était particulièrement touché parce qu'encore une fois, la situation économique chinoise n'est pas nouvelle. Le secteur automobile qui est dominant en Allemagne et cette double combinaison a été assez rude pour notre voisin. Et effectivement, c'est le poids lourd de l'Europe. L'Europe, effectivement, est la zone la plus ouverte
au reste du monde. Je pense que... Alors moi, je ne suis pas... complètement pessimiste en fait. C'est vrai qu'on traîne sur une croissance relativement médiocre, un peu inférieure à celle des États-Unis. Notre potentiel est moindre et on a connu de manière synchrone une reprise depuis 2017, un ralentissement qui était assez naturel et qui nous amenait vers ce potentiel. Et effectivement, les prémices de ce rebond que l'on voit en décembre, janvier, notamment les indicateurs avancés de janvier, semblent maintenant assez menacés. Il faut bien le dire, notamment du côté allemand. La France ayant un modèle économique un petit peu plus divers, bon, on a connu en fait un choc interne qui a mené la situation que nous savons et les résultats économiques, mais nous sommes dans une situation où moi je pense encore de pas si mauvaise résistance que ça. Ce que l'on oublie par contre, c'est peut-être l'élément d'attentisme qui va venir dans la partie maintenant qui s'ouvre, c'est-à-dire la négociation avec le Royaume-Uni autour des prochains accords autour du Brexit, parce que déjà ça a été assez difficile de négocier, mais l'Europe avait été restée unie. L'enjeu va rester celui-là. Resterons-nous unis dans les intérêts à défendre face au Royaume-Uni? En posant la question comme ça, on comprend qu'on peut avoir un doute. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte quand même que la contribution anglaise au budget européen n'était pas nulle, donc certains pays sont bénéficiaires. Il faut remettre au point un budget là. Voilà, déjà. Et la question budgétaire va revenir, les questions des droits de pêche, bon, tout ça est en train de se discuter. Bon, on marque une première pause, on va poursuivre la discussion avec vous trois jusqu'à 18h. À l'instant, on apprend via des sources proches du dossier cité par l'agence Reuters que les représentants de l'État au conseil d'administration d'Engie ont décidé de voter contre le renouvellement du mandat de directrice générale d'Isabelle Kocher, qui sera donc remerciée à l'issue de ce conseil d'administration. Information qu'on vous apportait d'ores et déjà sur BFM Business et qui est en train de se confirmer. On marque une pause donc et on revient avec d'autres sujets et nos invités en plateau jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au jeudi sur BFM Business, à midi, Edwige Chevrillon donne la parole à ceux qui font l'actualité économique. L'heure H, 1 heure d'interview avec les grands patrons, décideurs et politiques. Chaque midi, ils viennent confronter leur stratégie aux questions d'Edwige Chevrillon et commenter les sujets qui impactent l'économie. L'heure H, présentée par Edwige Chevrillon, du lundi au jeudi à midi sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h, Valérie Plagnol, présidente du Cercle des épargnants, Nuno Teixeira, directeur des solutions de gestion cross-asset de Natixis ICM International, Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Stéphane, un commentaire peut-être, hein, vous êtes stock picker, sélectionneur de valeur. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez le dossier Engie, forcément c'est quand même une boîte du CAC. Oui, le départ d'Isabelle Kocher, je ne sais pas, est-ce que ça soulève des questions pour l'investisseur hein, sur la gouvernance du groupe, sur le cas d'investissement Engie. Je dis ça alors que les utilities, on le vend en poupe. C'est un secteur, j'en ai rarement parlé au cours de ces dernières années, je dois dire, de ce secteur des services aux collectivités locales, si ce n'est pour dire que c'était pas un secteur très sexy qui attirait beaucoup d'investisseurs. La force est de constater que depuis quelques mois, c'est un des secteurs leaders sur bon nombre de marchés, à commencer par le marché européen. Oui, rien qu'au mois de janvier, c'est la meilleure perf. Exactement. Exactement. Il y a deux sujets, vous les avez évoqués dans votre interrogation, c'est le sujet de gouvernance qui est pas nouveau, et la gouvernance s'est quand même dégradée au niveau de la direction générale, au niveau de la tête du groupe, entre la direction générale et puis les instances d'administration. Dès l'arrivée de Madame Kocher, il y avait eu des frictions hein, et le départ de Monsieur Mestrallet. Ensuite, il y a eu peut-être une première encoche dans le contrat quand Madame Kocher, du coup, suite au départ de Monsieur Mestrallet, avait essayé de regrouper les fonctions de présidence et de direction générale, ce qui avait été refusé par le conseil d'administration. Et ensuite, il y a eu une mise en avant, une marche très rapide vers l'orientation vers des énergies renouvelables, des opérations, une clarté qui, pour les investisseurs, du coup, une stratégie qui n'était pas forcément très claire. Je dois dire que la position du groupe et son évolution dans les métiers du gaz, par exemple, me paraît pas claire.
A priori, le conseil d'administration interne n'a pas tellement apprécié de louper un dossier comme Direct Énergie, qui est parti chez Total. Le sujet des centrales nucléaires belges a aussi amené des frictions, d'ailleurs au plus haut niveau entre l'État français et l'État belge, puisque il était question d'avancer assez rapidement sur la cession de ces actifs, justement, pour pouvoir financer le changement. Bref, tout ça, la nomination de M. Clamadieu aussi a été suivie de premières frictions qui sont apparues assez rapidement. Et puis, clairement, l'ambiance était compliquée au niveau de l'entreprise, parce que quand le différend est sur la place publique, effectivement, c'est délicat et le climat en interne n'est pas forcément facile. Donc j'avais envie de dire, c'était presque annoncé. Maintenant, la stratégie n'est pas claire. Alors, on va voir la nomination qui va suivre, et puis on va voir justement comment le groupe va redonner une feuille de route au marché, aux investisseurs, avec une stratégie plus claire au niveau de ses métiers. Parce que même au niveau de l'activité du gaz, au niveau des centrales, comme je le disais, mais aussi au niveau des services, on a l'impression d'une activité un petit peu fourre-tout, et donc la logique n'était pas vraiment très claire quand on parle du métier. Donc ça, c'est une des conditions pour redonner peut-être de l'attractivité à cette belle entreprise qui a des beaux actifs, au secteur de l'énergie avec le positionnement sur les énergies renouvelables, c'est important, vous l'avez dit, pour les fonds ISR ou les fonds de développement durable, et puis aussi pour le cours de bourse, parce que le cours de Suez le cours d'Engie, a été quand même, je crois, de l'ordre de 15% depuis la nomination de l'ancienne directrice générale, et je crois que le reste du secteur a fait au moins 2 fois. D'accord. Très en retard par rapport au père. Et donc, il y avait une déception aussi de la communauté financière sur le cours. Donc, effectivement, je crois que ça va être un dossier intéressant à suivre dans les prochaines semaines. C'est la décote liée au poids de l'État au capital d'Engie. On peut mettre la décote du titre Engie sur le compte de la participation de l'État. Sur les sujets probablement en partie, sur les sujets de gouvernance, et puis sur les sujets de métier et de visibilité, parce que il y avait des problématiques de désendettement, de génération de cash flow, et sur ces métiers-là, qui sont des métiers très lourds du point de vue capitalistique, il faut quand même savoir exactement pouvoir se projeter sur le long terme. Et là, on avait ce flou probable, ou une communication qui passait peut-être pas très facilement. Sur ce thème plus général du secteur des utilities et de ce qu'il représente aujourd'hui pour l'investisseur, c'est vrai que c'est un thème qui a très bien fonctionné l'an dernier. Depuis le début de l'année, c'est déjà très en avance par rapport à d'autres secteurs. Enfin, si je caricature, le utilities, c'est à +8, +10, et le pétrole et gaz, c'est à -8, -10 depuis le début de l'année. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un enseignement presque structurel à retirer de la manière dont le marché est en train d'arbitrer entre énergie fossile et puis peut-être demain des énergies plus vertes? C'est un thème d'investissement pour le long terme, ça, chez Natixis ICM. Qu'est-ce que vous en dites, Nuno ? Il est clair qu'il y a une demande de la part des investisseurs particuliers, institutionnels, vers des investissements plus responsables. Et donc ça touche à la sélection des valeurs. Lorsqu'on s'interroge sur l'opportunité d'acheter une valeur, on analyse évidemment les dimensions financières, mais de plus en plus, tous les gérants commencent à analyser plus ou moins les dimensions extra-financières, et c'est vrai qu'on a le sentiment que tout ce qui touche à l'électricité est plutôt mieux vu. Tout ce qui touche aux énergies fossiles est un peu plus questionné. Et en même temps, le gaz est probablement plus propre qu'un certain nombre d'autres solutions. Donc il a un avenir, et tout est dans le dosage entre effectivement ces énergies nouvelles qui sont nécessaires, mais qui probablement au début ne génèrent pas suffisamment de cash flow, et puis les objectifs financiers qui sont quand même importants. Et c'est cet équilibre-là qui est difficile à trouver pour une entreprise qui, évidemment, vivait de ces énergies fossiles jusqu'à présent essentiellement. Mais il y a des exemples de valeurs, d'utilities, de services publics qui ont peut-être davantage fait le virage qu'un certain nombre d'autres acteurs. Et celles-là, à l'intérieur d'un même secteur, il y a des distinctions importantes qui peuvent être faites. Alors le problème, c'est qu'on peut parfois trouver des situations antagonistes. Par exemple, sur l'électricité du Portugal, que je connais un petit peu,
on a à la fois beaucoup d'énergie nouvelle, un très gros pourcentage d'énergie renouvelable, et puis encore du charbon. Alors, les investisseurs peuvent se retrouver dans une situation où s'ils ont mis une barre sur le pourcentage d'activité d'électricité générée par le charbon, ils vont l'éliminer. Et au contraire, s'ils investissent sur la tendance future, ils devraient plutôt privilégier ce genre de valeur. Donc c'est compliqué. C'est un vrai sujet. Un commentaire là-dessus, Stéphane, et puis Valérie Planier, bien sûr. Dans les utilities, tout le monde n'a pas le même mix de production. Bien sûr. Et donc, effectivement, si vous prenez EDP, comme vous disiez, ou encore l'Espagnol Iberdrola, qui est le leader mondial dans les énergies renouvelables, le niveau de tonnes de CO2 émis par million d'euros de chiffre d'affaires ou en absolu n'a rien à voir avec un E.ON, RWE ou d'autres acteurs. Et donc, utilities ne veut pas dire systématiquement propre et non émetteur de CO2. Il faut alerter les auditeurs là-dessus. Bon, présidente du Cercle des épargnants, ça m'intéresse. Je ne sais pas comment ce thème-là est vécu par l'épargnant aujourd'hui. Vous confirmez effectivement cet appétit? Parce qu'on peut parler de l'ISR, c'est le seul thème qui collecte de l'argent aujourd'hui. Je crois que tous les clients particuliers que vous pouvez rencontrer, ils veulent tous savoir où est-ce qu'il faut être placé aujourd'hui pour être profiter de cette transition énergétique, alors pour la partie environnementale, mais il y a d'autres critères qui rentrent en compte également. Oui, non, Valérie Planier. Partie gouvernance, bonne gouvernance. Ouais. Globalement, on retrouve ces thèmes, effectivement, et investissement responsable, impact investing, comme on dit en anglais. Tout ça sont des thèmes assez intéressants. Ça nous ramène aussi sur des thèmes, alors c'est pas tout à fait une préoccupation des épargnants du Cercle, qui sont quand même sur des valeurs, j'allais dire, franco-françaises essentiellement, mais on a globalement, je regarde la Chine, l'Inde, qui ont des problèmes de pollution colossaux. Ça va être les aires de développement de cette nouvelle et de redéploiement de ces activités en matière de dépollution, en matière de traitement des déchets. C'est tout à fait impressionnant ce qui se passe. Ce sont les marchés à la fois de redéploiement des utilities, et il n'est pas sûr que dans ce genre de pandémie, on ne retrouve pas des problèmes justement sanitaires, d'hygiène, qui ne sont pas réglés, loin de là, et qui vont devoir être durablement pris en compte. Thème porteur. Enfin, ça fait 10 ans, on n'a pas parlé des utilities pendant 10 ans. Peut-être qu'on va commencer à en parler pour les prochaines années et pour les 10 prochaines années. Internationales. Ouais, je comprends. Très intéressant. Bon, Engie, on revient juste à l'actu du jour. C'est le conseil d'administration d'Engie et donc la confirmation qu'Isabelle Kocher va être évincée. L'État votera contre la reconduction de son mandat de directrice générale. C'est ce que nous confirment 2 sources proches du dossier citées par l'agence Reuters. Mais si vous nous écoutez, vous avez déjà l'information, au moins depuis ce matin sur BFM Business. On va marquer la clôture du CAC dans un instant, plus 0,86% pour la Bourse de Paris, le CAC 40 à 6036 points avant la clôture définitive. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au jeudi sur BFM Business, plongez au cœur de l'écho. Focus, interview et débat, Inside, c'est 2 heures d'infos pour comprendre les enjeux de l'actualité du jour. Décideurs, entrepreneurs, experts et spécialistes de la rédaction confrontent leurs opinions et livrent leur analyse sur les grands sujets business de la journée. Inside, présenté par Karine Vergnol et Guillaume Paul, du lundi au jeudi, 18h-20h sur BFM Business. Fin de séance sur les marchés européens. Le CAC 40 est entré dans sa période de fixing, plus 0,86%, 6036 points avant le calcul définitif de la clôture. Nos invités autour de la table, évidemment en plateau, et Andrea Tueni qu'on retrouve en duplex, sales trader chez Saxo Bank. Andrea, pour revenir sur cette séquence, 4e séance de hausse consécutive, on passe d'un état d'esprit à l'autre de manière assez brutale sur le marché. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu un revirement total de situation. Ça a commencé à se matérialiser, donc vous l'avez dit, c'est la 4e séance d'affilée. Donc en début de semaine, ça a commencé à se matérialiser. On a senti les marchés reprendre petit à petit. C'était plus calme, mais c'est vrai qu'à partir d'hier, les choses se sont très
se sont accélérés assez nettement, et les raisons qu'il y a derrière, c'est déjà une reprise de confiance, on va dire, des investisseurs par rapport au coronavirus en Chine. Il y a beaucoup moins d'inquiétude, il y a eu des rumeurs comme quoi on commençait à trouver des vaccins ou des solutions en tout cas pour endiguer ce virus, et puis on a aussi eu peut-être un léger ralentissement, on va dire, dans les cas de propagation du virus. Donc ça a permis du coup aux investisseurs d'être un petit peu rassurés par rapport à ce point-là, et c'est ce qui a permis dans un premier temps au marché de réaccélérer. Et puis derrière, on va dire, c'est le retour un petit peu de cet optimisme qui a été très très présent tout au long de l'année 2019 et qui a rejailli depuis hier, avec vraiment un sentiment du côté des investisseurs que le marché est assez imperméable, on va dire, à toute mauvaise nouvelle, qu'il y a un soutien indélébile, on va dire, des banques centrales qui continuent d'injecter des liquidités. On l'a vu avec les dernières mesures prises par les autorités chinoises, et que du coup, même s'il devait y avoir des conséquences négatives sur l'économie par rapport à cet épisode sanitaire chinois, ces répercussions économiques seraient compensées par justement cet afflux de liquidités qu'on a sur les marchés. Donc voilà, on va dire, c'est essentiellement d'ailleurs ce dernier point, à savoir cet afflux de liquidités qui permet de soutenir aujourd'hui les marchés actions. Il faut aller chercher de la rentabilité quelque part. Sur le secteur obligataire, c'est compliqué, donc du coup on se rabat sur les marchés actions, et c'est ce qui explique qu'on a des marchés qui montent de manière malgré tout un petit peu artificielle. Après, la violence du mouvement tel qu'on l'a vu sur les 4 dernières séances, elle laisse aussi à penser qu'on pourrait avoir un mouvement tout aussi violent dans l'autre sens si jamais demain on venait avoir des nouvelles un petit peu plus catastrophistes sur justement la propagation de ce virus, le nombre de décès, etc. Donc il faut malgré tout rester vigilant. On a aussi eu aujourd'hui, on a profité aussi d'autres facteurs. C'est vrai que globalement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la macroéconomie et la microéconomie ont été un facteur de soutien pour les marchés, qui ont fait preuve encore une fois d'une très forte résistance depuis le début de cet épisode. Aujourd'hui c'est encore le cas, on a vu des très bons résultats microéconomiques, que ce soit Total, on a aussi eu Publicis, on a eu Société Générale. Donc voilà, on a eu globalement des bons résultats d'entreprise, ça c'était un facteur de soutien. Côté macroéconomique, on a des bonnes données macroéconomiques, notamment outre-Atlantique, les créations de postes. On verra demain si on a une confirmation du côté du rapport sur l'emploi. C'est pas encore ferme et définitif, mais ce sera quelque chose qu'il faudra surveiller bien sûr demain, parce que ça pourrait avoir un impact sur le marché. Et puis on a eu aussi des nouvelles plutôt positives du côté de la guerre commerciale, avec ces droits de douane qui seront retirés à partir de mi-février à hauteur de 75 milliards de produits américains. On divise du coup les droits de douane par 2 côté chinois, et donc on voit qu'il y a des avancées qui sont plutôt positives dans le cadre de cet accord de phase 1, et c'est une bonne base du coup pour continuer les négociations, poursuivre les négociations vers un accord de phase 2 éventuellement. Donc voilà, c'est un faisceau de bonnes nouvelles qui permet aujourd'hui ce rebond sur les marchés, mais malgré tout on a envie de rester prudent, parce que l'impact économique du coronavirus, il a été sous-estimé dès le départ par les principaux protagonistes sur les marchés actions, donc il faudra rester quand même malgré tout vigilant aux premiers signes, justement premières données macroéconomiques qui pourraient mettre en avant l'impact négatif de cette épidémie, et puis à des potentielles mauvaises nouvelles aussi qui pourraient nous venir de Chine ou d'autres pays où la propagation pourrait s'intensifier. Donc là aussi il faut rester vigilant. On a eu un mouvement de hausse assez violent sur les 3 dernières séances, on pourrait avoir ce même mouvement de hausse dans l'autre sens si jamais les nouvelles s'inversent. Donc du coup bien sûr un biais très positif, on est revenu au-dessus de plusieurs niveaux de résistance, on a comblé beaucoup de gaps, donc il y a de quoi être optimiste et en tout cas être positif sur ce marché. C'est difficile de sombrer dans le catastrophisme, mais malgré tout il faudra de la prudence. Et en termes de niveau technique, 5945 ça paraît être la première résistance, on est autour de ce niveau là. Au-delà 5975,80, et puis après c'est 6075, excusez-moi, et puis après au-delà c'est un niveau au-dessus des 6100 points, qu'on reviendrait du coup sur les plus hauts annuels. Merci beaucoup Andrea, merci de nous avoir accompagnés au cours de cette séance. Andrea Tchioni, sales trader chez Saxo Bank, avec un CAC qui clôture en hausse de 0,88% ce soir, 6038 points et un peu plus de volume. On était déjà à plus de 4 milliards d'euros échangés hier, 4 milliards 4 échangés ce soir via les marchés traditionnels d'Euronext. Pour la bourse de Paris, Arcelor termine en tête, rebond spectaculaire pour une valeur très décotée, évidemment dans un secteur compliqué des ressources de base. On attend un choc de demande chinoise, mais quand même les résultats ont produit leur effet. Le titre ArcelorMittal est réévalué plus 11% ce soir. Sanofi avec une prévision de croissance de 5% pour 2020 qui satisfait là aussi les investisseurs. Le titre prend plus de 4%. On avait la publication de Total également, conforme aux attentes. Le groupe s'en sort mieux que ses concurrents principaux. C'est ce qu'indiquait Patrick Pouyanné, qui augmente le dividende régulièrement, et l'augmentation se fera encore au titre de 2019, avec en plus un programme de rachat d'actions qui a été augmenté de 2 milliards de dollars. Le titre Total gagne
1% ce soir. Et puis Dassault Systèmes, on en parlait tout à l'heure, qui termine la séance à l'équilibre. On ouvrait -3 ce matin sur le titre Dassault Systèmes, une des valeurs peut-être les plus chères du CAC 40 à Paris. Et ça pouvait être un sujet pour le marché. 3% de baisse, ça permet à certains de revenir peut-être déjà sur un titre Dassault Systèmes qui ne cède que 0,2% ce soir à l'arrivée. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau, Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, Nuno Teixeira, directeur des solutions de gestion cross-asset de Natixis ICIM International, Valérie Plagnol, économiste et présidente du Cercle des épargnants. Un peu de stratégie, de gestion, quels sont les bons comportements à adopter quand on est épargnant, par exemple, Valérie. C'est un casse-tête pour les investisseurs, pour les épargnants, ce marché, cette situation de marché. Ouais, c'est un casse-tête qui n'est pas tout à fait nouveau, puisque c'est la question de la baisse des taux et des rendements obligataires qui vient de loin, qui a été particulièrement accentuée. Vous vous en souvenez, il y a quelques mois, on est un peu remonté maintenant, ne serait-ce que sur les taux 10 ans français, mais on reste sur des niveaux extrêmement négatifs. C'est un casse-tête pour l'épargnant. Évidemment, c'est un casse-tête, on le sait, parce qu'aussi, on va maintenant et on dirige l'épargne vers plus d'unités de compte. Donc je pense, d'ailleurs, il y a peut-être des rachats de début d'année qui sont liés à la fois aux performances de fin d'année, mais aussi à l'arrivée massive, nécessaire, et d'achat d'actifs et sur ces marchés-là. Ce qui est important pour les épargnants, c'est véritablement de ne pas être dans une position aussi passive que ça a pu être le cas avant. Est-ce que les actions offrent un refuge aujourd'hui pour l'épargnant? Est-ce que le risque s'est déplacé d'une certaine manière, Valérie? Est-ce que le refuge est sur les actions? Mais les actions ont toujours été un très bon placement, on le sait bien, mais c'est un placement à long terme. Sur 50 ans, c'est imbattable. Non, voilà. Mais je suis d'accord. Le problème, sauf que l'épargnant français, vous le savez mieux que moi, il est structurellement averse à ce genre de risque et de volatilité. Est-ce qu'il est en train de comprendre qu'il y a quand même peut-être de la valeur justement dans ces marchés actions? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on offre d'abord un panel de produits d'épargne qui s'est un petit peu augmenté. Donc l'éventail des produits possibles correspond aujourd'hui à des besoins qui vont s'exprimer et qui vont être pris en compte, notamment avec la loi Pacte et les nouveaux produits d'épargne retraite qui ont quand même des éléments un peu plus attractifs et un peu plus faciles et plus lisibles pour les investisseurs et pour les épargnants. Effectivement, on voit bien qu'il y a une épargne de précaution qui globalement est trop importante au regard de ce que représente ou devrait représenter la précaution. Et on voit bien aussi qu'il ne s'agit pas de quitter un produit pour un autre nécessairement, mais d'avoir une gestion un petit peu plus active pour gérer son avenir sur des objectifs patrimoniaux qui sont aujourd'hui différents. Et ça, c'est important pour les épargnants. Je crois que c'est une prise de conscience qui va se faire progressivement. Ça va aussi, c'est vrai qu'on dit beaucoup l'éducation financière, l'aversion au risque, mais il y a aussi la fiscalité qui joue. Je crois que les gens en sont conscients. Donc tout ça va, je pense, se mettre en place. Et c'est vrai qu'on échange toujours du risque pour du temps. C'est ce qu'il faut reprendre en compte. À court terme, à plus long terme, qu'est-ce que vous dites du marché action chez Natixis ICIM, Nuno? Vous disiez en début d'émission, alors de manière un peu tactique peut-être, on a plutôt eu envie de s'alléger avec l'épisode du virus. Est-ce qu'il y a des gros risques à court terme à être sur les actions aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une bulle en formation? On va peut-être pas parler de Tesla forcément, mais quand même, il y a cette idée-là, quand on regarde les marchés, c'est Tesla qui nous saute aux yeux. Quand on voit ça, on se dit, voilà, est-ce que j'ai envie de mettre mon argent là-dedans? Et puis il y a le long terme. Voilà, tout dépend de l'horizon, comme toujours. On avait démarré l'année avec une vue très constructive, comme d'ailleurs sur le dernier trimestre, puisque on a poussé les feux, on va dire, de nos allocations plutôt à partir de septembre-octobre. Et finalement, ça nous a permis de rattraper un petit peu les indices et de les dépasser. Et on n'avait pas de raison de ne pas continuer, malgré la hausse de 2019, tout simplement parce que dans un environnement de taux bas, avec quand même une perspective de redressement, même si il est modéré de la croissance, finalement les actions, un peu par défaut, face à la cherté du marché obligataire, quand je dis cherté, c'est un euphémisme, finalement semblait offrir le meilleur couple performance-risque. Ça reste d'actualité, on reste surpondéré en actions, on a simplement modéré un petit peu peut-être le tilt value qu'on avait quand même donné à nos portefeuilles avec un poids plus important sur l'Europe
on a maintenant un poids qui se corrige un petit peu en faveur des États-Unis. On a également été un peu plus prudent quand même si je constate qu'elles rebondissent sur les valeurs bancaires qu'on avait jouées au dernier trimestre dans une perspective de remontée des taux. On continue à penser que les taux devraient se normaliser un petit peu, mais peut-être à un rythme un peu plus lent, tout simplement parce que entre les achats de la BCE, finalement la rareté de papier aussi, parce que les déficits quand même dans un certain nombre de pays se stabilisent ou se contractent. Il y a pas de, on va pas avoir des émissions en volume dans l'OCDE qui vont augmenter fortement. Et finalement, il y a toujours besoin d'actifs refuges dans tous les portefeuilles. Et on parlait je dirais de l'épargne, des produits d'assurance vie. Effectivement, le contrat en euros qui était, je dirais, le produit phare de l'épargne des Français. Il faut savoir que c'est en train de devenir une exception en Europe. C'est-à-dire que beaucoup de pays ont arrêté ce type de produit et on risque dans quelques années, sous l'effet de la réglementation, d'en terminer avec les contrats en euros, ce qui amènera effectivement les épargnants à se poser la question si sur une partie de leur épargne qui est suffisamment longue, notamment pour leur retraite, ils n'ont pas intérêt à avoir d'autres types de produits. Il y a des flux structurels quand même. Mais il faudra les aider. Il faudra les aider, notamment avec des allocations un peu pilotées, soit dans des fonds, soit des mécanismes où on organise la part d'actifs risqués au fil du temps, selon l'horizon qui reste. Et donc, je crois que la loi Pacte, de ce point de vue-là, va contribuer à cette éducation du public et des épargnants. Bon. Sur les questions de placement, de gestion, moi je veux bien. Le thème ISR, est-ce que dans la phase d'incertitude du moment, on comprend que les actions, c'est le couple rendement-risque qu'on a envie de privilégier? Est-ce que le thème ISR trouve une place de choix aujourd'hui? On en a beaucoup parlé au cours de l'année 2019, Stéphane, y compris avec vous, la financière responsable. L'ISR l'avait déjà, depuis l'année dernière, on avait clairement une demande de cette thématique. J'en avais déjà parlé ici, des institutions. C'est un moyen d'amener les épargnants vers les actions. Clairement, 2019 a été un changement. Nous, on l'a vu sur là où nos produits sont distribués, en Espagne et en France, vis-à-vis des clients particuliers. Mais l'image globale de l'ISR, c'est de l'action. Oui, on est bien d'accord, c'est de l'économie, c'est une part d'une entreprise qui est un acteur de l'économie réelle qu'on achète et qu'on va juger sur la base de critères E, S et G et de pratiques. Et on peut y mettre des critères d'exclusion, des secteurs qu'on exclut, etc. C'est ça finalement l'ISR. Eh bien, c'est de l'action. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, si on regarde, on va mettre de côté ce dont on a parlé au tout début de l'émission, le problème chinois. On a des économies qui finalement sont en croissance, même s'il y a un petit ralentissement. On a des taux très bas. On a des obligations qui sont chères, et pour un investisseur qui a du long terme, les actions, c'est pas l'effet Tina, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en l'absence d'inflation, et si on n'a pas de vision de remontée des taux, hormis des petits phénomènes de renormalisation, les actions restent le meilleur investissement, à condition d'avoir le temps et le long terme. Donc pour l'investisseur, vous disiez, est-ce qu'il faut y aller aujourd'hui à court terme, etc. Je pense qu'il faut lisser son... Il faut y aller tout le temps, quoi. Oui, je pense que le mieux, c'est quand même de répartir. Et si vous voyez des à-coups, ce sont des points d'entrée. Et si aujourd'hui, dans le trimestre ou au premier semestre, on a, à un moment donné, des marchés qui baissent sur des craintes temporaires liées à une situation qui continue de s'aggraver en Chine, eh bien, ce sont des points d'entrée. On marque une dernière pause, on se retrouve pour quelques minutes encore jusqu'à 18h avec nos invités du Club de la Bourse. Le CAC ce soir plus 0,88%, quatrième séance de hausse consécutive pour rattraper et récupérer quasiment la totalité de la baisse. Le CAC est revenu à 6038 points en clôture ce soir. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Tous les jours sur BFM Business, 2 heures de conseils pour optimiser votre épargne. Dès 10h, l'émission 100% placement donne la parole aux gérants et aux conseillers en patrimoine. Immobilier, assurance vie, sélection de valeurs, fiscalité, toutes les infos pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Posez vos questions sur bfmbusiness.com et à 11h35, les professionnels vous répondent. Intégral Placement avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer, tous les jours, 10h midi sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse.
Dernier quart d'heure, Valérie Plagnol avec nous, mais on est sur le sujet dont on va discuter pendant quelques minutes encore avec nos invités. Valérie Plagnol, donc présidente du Cercle des épargnants, Nuno Teixeira, Natixis ICM et Stéphane Prévost, la financière responsable. On parle des États-Unis, Valérie. Je vous posais la question, est-ce qu'il va être réélu ? Donald Trump, s'il est réélu, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, je vous laisse commenter la situation américaine du point de vue politique, et il y a un lien évidemment, j'imagine, à faire avec l'économie, puisque it's the economy stupid. Alors, it's the economy stupid, c'est aussi en fait une situation de polarisation de la vie politique qui avait commencé avant son élection, mais qui s'est terriblement aggravée depuis, et on l'a vu avec ce geste extraordinaire de la présidente de la Chambre des représentants déchirant son discours après qu'il ne lui ait pas serré la main. On est dans une situation extrêmement dure et des institutions qui sont quand même malmenées aux États-Unis. Mais pour revenir sur l'économie, il est clair que aussi le bilan de Donald Trump n'est pas aussi flatteur qu'il le montre. Moi, je trouve que pour l'argent qui a été dépensé, il ne faut pas oublier, on est quand même passé la barre des 1000 milliards de dollars de déficit. Donc pour une augmentation de l'ordre de 700 milliards de dollars, à peine 0,5% de croissance supplémentaire, c'est quand même cher payé. C'est très cher payé. Il va refaire le coup, là. Alors, il le promet, il n'a plus la Chambre des représentants pour faire passer cette loi. Aujourd'hui, avant les élections, il ne pourra pas. Mais il peut le promettre, bien entendu. Nouvelle baisse d'impôts pour les ménages, cette fois. Pour les ménages, cette fois-ci, pour les classes moyennes. Donc, vous avez quand même d'ailleurs un parti républicain qui s'en est pas beaucoup vanté aux précédentes élections. Et on a une baisse de l'investissement des entreprises assez fortes. Donald Trump, dans son discours, a parlé de la progression de l'emploi manufacturier. C'est vrai au début de son mandat. Peut-être est-ce la continuité de Obama, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il a subi le cycle comme tout le monde et il ne l'a certainement pas contré. Et l'emploi manufacturier ralentit à nouveau. Donc on est quand même sur un bilan extrêmement fragile au regard d'une situation internationale dont effectivement les États-Unis ont été relativement isolés, mais il a perdu aussi une partie de l'électorat, de sa base économique, notamment dans les grandes plaines américaines. Et aujourd'hui, la Chine dit on demande de la flexibilité dans la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord, notamment autour des achats de biens et de produits agricoles, nous le savons. Donc on est dans une situation quand même assez particulière où le discours est quand même assez décalé par rapport à cette réalité. Bon, allez, quelques minutes pour finir là-dessus. En quoi le sujet politique américain va être important pour les marchés, pour les investisseurs ? D'habitude, c'est quand même un pôle de stabilité. On parle de la politique américaine, mais bon, les marchés, généralement, s'émeuvent assez peu du jeu politique américain. Là, c'est un sujet important, visiblement. Pourquoi ? Oui, il y a des sujets importants. D'abord sur la politique monétaire, puisqu'il y a quand même une influence sur les nominations à la tête de la Fed. Donc, il est clair que tout ce qui concerne la politique monétaire, est-ce que finalement la Fed va politiquement se ranger au desiderata de Donald Trump, comme elle a semblé vouloir céder un petit peu en 2019 déjà, ça peut avoir un impact. Et puis après, effectivement, qu'est-ce qu'on va avoir comme niveau de déficit budgétaire sous l'éventuel nouveau mandat de Donald Trump, sachant qu'on a quand même déjà une accumulation de dettes qui est non négligeable. Et donc, ça peut dégrader la perception que les marchés ont des États-Unis. Ça reste les États-Unis. Et puis les déficits, aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Mais est-ce que ça peut avoir une incidence à long terme sur justement l'attractivité financière des États-Unis pour les investisseurs ? Moi, je me demande s'il y aura à un moment une concurrence. C'est-à-dire que vous avez un autre grand pays dans le monde qui commence à s'ouvrir et qui a de la dette, c'est la Chine. Ouais. Et qui va laisser venir des investisseurs. Alors, ça ne sont pas les mêmes sécurités, le dollar reste le roi, mais on a une administration qui joue aussi d'injonctions contradictoires à l'endroit du dollar, et ça, à terme, ça peut devenir dangereux. Ils ont lancé leur star market, c'est le Nasdaq chinois. Non, mais voilà, on voit les pièces du puzzle aussi qui sont en train de se mettre en place. Un mot là-dessus encore. Il y a le risque pour beaucoup d'entreprises dans l'utilisation du dollar. On voit quand même qu'il y a tout un tas de pays qui essayent de se libérer un petit peu du dollar. Et je ne pense pas que l'action de l'administration Trump ait beaucoup encouragé beaucoup de grandes entreprises et États à accroître leur exposition au dollar, parce qu'on voit bien que l'Amérique essaye d'avoir un pouvoir judiciaire extraterritorial qui est extrêmement inquiétant pour le reste du monde. Ça a coûté cher à certaines banques. Stéphane, pour conclure
sur le sujet américain. En apparence, le bilan de M. Trump lui sera favorable. Ce sera un élément positif, il pourra le présenter. Taux de chômage. Donc, c'est un atout pour lui. Ça, c'est le premier point, même si je suis assez d'accord. Quand on lit dans les lignes, tout ça a coûté très cher. C'est much ado about nothing. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, mais c'est flatteur. C'est presque le plein emploi. Imaginez qu'il y ait des hausses de salaire aux États-Unis cette année qui viennent accompagner un certain nombre de choses. Ça générerait un peu d'inflation, ce qui serait... Et un marché au plus haut. Et un marché au plus haut, ça peut continuer, hein. Ça peut produire des effets positifs si c'est contenu, si on peut contenir de l'inflation. La deuxième partie de la réponse pour deviner qui peut être le gagnant, c'est effectivement qui on va mettre en face. Et là, aujourd'hui... on ne sait même pas qui a gagné la première primaire dans l'Iowa. Voilà, donc si les démocrates n'arrivent même pas à organiser des primaires dans les bonnes conditions, c'est du pain béni pour lui encore pour quelques semaines, et donc on verra. On verra déjà le New Hampshire le 11 février, la semaine prochaine. Il y a la question de savoir s'il aura une majorité au Sénat aussi. Parce qu'on peut avoir un Trump élu et puis une situation de blocage. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités du Club de la Bourse. Le CAC à l'arrivée ce soir plus 0,88%, 6038 points pour cette 4e séance de hausse consécutive. Bientôt 18h. Karine Vergnol est à mes côtés en studio avec le programme d'Inside en poche. Bonsoir et bienvenue Karine. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Et oui, jusqu'à 20h, quels sont les titres que nous allons développer, les sujets sur lesquels nous allons nous arrêter? Bien sûr, le sort d'Isabelle Kocher à la tête d'Engie. Il n'y a plus beaucoup de suspense, mais on va être fixé dans les minutes ou les heures qui viennent. Bien sûr, on suivra ça de très près sur BFM Business. On s'arrêtera aussi sur le leader mondial des cosmétiques L'Oréal, dont les résultats vont tomber aussi là d'une minute à l'autre. Les cosmétiques qui se portent très bien à l'export, on verra ça. Et puis on reviendra aussi sur l'actionnariat salarié, puisque Vinci a annoncé que tous les collaborateurs français seront des actionnaires salariés. Merci beaucoup Karine. On vous retrouve donc dès 18h, dans 2 minutes sur BFM Business Inside pour vous accompagner chaque soir jusqu'à 20h. Nous on se retrouve demain dès 15h pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au jeudi sur BFM Business, Tech & Co, le grand live du numérique, vous donne rendez-vous dès 20h pour décrypter l'actualité tech avec des start-upers, des experts et des investisseurs. Tech & Co, le tour complet des levées de fonds, les dernières innovations détaillées, les coulisses de la French Tech et toute l'actu des GAFA. Avec Tech & Co, suivez en temps réel la révolution numérique avec ceux qui la font depuis Paris, New York et San Francisco. Tech & Co, présenté par Sébastien Coinon du lundi au jeudi, 20h-22h sur BFM Business.